Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue d'actualité, revue de marché. Pour le marché, c'est assez rapide, hein. On a fait une vidéo hier récapitulative, hein, la vidéo hebdomadaire. Peu de choses ont changé depuis, on est toujours dans le rouge. Une clôture de Bitcoin légèrement au-dessus des 30 000. On le voit ici, en fait, on a même touché les 29 000 en fait, juste avant la clôture pour remonter. Donc voilà, pas grand-chose à dire pour le moment. Peut-être que on va continuer à descendre. Pour le moment, j'en sais trop rien. Vous voyez, sur le mois, c'est quand même assez stable en réalité depuis qu'on a atteint le 22 juin les 30 000. Rien de plus à dire du coup sur tout ce qui va être graphique pour aujourd'hui. Je profite d'une petite parenthèse pour vous remercier tous. Vous avez été nombreux à commenter sous les dernières vidéos qui ont eu lieu la semaine dernière. Et c'est vraiment agréable, donc je vous remercie. Continuez à le faire, hein, c'est un peu ça le message. Merci, c'est cool. Et ça aide à mettre en avant les vidéos, donc c'est vraiment du tout bon. Et ça fait beaucoup de plaisir, je réponds bien évidemment à tout le monde. Maintenant que ça c'est dit, je ferme la parenthèse et on commence les news pour aujourd'hui. On commence par l'Europe et l'Union européenne qui doit un peu tabler sur sa position vis-à-vis du métaverse. C'est-à-dire que concrètement, le métaverse, ou plutôt les métaverses, tout ce qui va toucher en fait aux technologies métaverses, c'est considéré comme un futur levier de croissance pour les entreprises, un potentiel technologique assez important, et vraisemblablement l'avenir de certaines industries. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Le problème de l'Union européenne, c'est la crainte de légiférer trop tôt. On a parlé il y a quelques temps, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, du Data Government Act qui visait à réguler les contrats intelligents et à mettre notamment des systèmes pour arrêter les contrats à tout moment, que ce soit contrôlable. Et donc ils veulent temporiser parce qu'ils craignent d'aller un peu trop vite, comme ça a été le cas ici, et concrètement d'arrêter, voire de tuer un peu la technologie, le métaverse. Donc ils veulent prendre leur temps, ce qui je pense est déjà une bonne approche. C'est une façon assez mature d'approcher la chose. Donc ils ont publié une note de travail. Le commissaire européen en charge du marché unique, de l'industrie, du numérique, de la défense et de l'espace faisait part de ses craintes de voir en fait le secteur privé mettre la main de façon définitive sur le secteur. C'est-à-dire que la partie publique en fait des entités européennes aimerait aussi avoir accès à cela et qu'en fait on se retrouve pas dans la situation qu'on connaît pour le Web 2 avec quelques grosses entreprises, donc les GAFAM pour les Américains, donc GAFAM je rappelle, hein, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, donc vraiment c'est eux qui gèrent tout ce qui est Web 2 du côté occidental, et en Chine c'est les Baxt, donc les Baxt on connaît un peu moins, mais c'est Baidu, Alibaba vous connaissez sûrement via notamment AliExpress, Tencent, là vous connaissez aussi peut-être pour les jeux, et Xiaomi, la marque commence à se faire connaître aussi, notamment de par les téléphones, mais en fait ce sont des groupes qui sont beaucoup plus gros que ce qu'on peut connaître, et qui globalement ont la main mise sur le Web 2. Et donc là la crainte c'est qu'il se passe la même chose pour le Web 3, et donc l'Union Européenne se demande comment éviter ça tout en permettant à l'écosystème de se développer. Donc je trouve que c'est assez intéressant, c'est bien d'en parler un petit peu. Donc ils sont aidés par des groupes de pression européens qui œuvrent dans le sens de la préférence continentale, c'est-à-dire que on voudrait concrètement avoir des bons acteurs européens aussi, parce que dans les noms que vous avez vus ici, GAFAM et Bax, il n'y a pas vraiment d'acteurs européens, on l'aura compris. Ils nous disent les mondes virtuels font de plus en plus partie d'une industrie numérique moderne, oui, c'est ce qu'on disait, et l'Europe excelle là-dedans. Bah, ils excellent, mais c'est quand même pas eux les leaders, hein. Enfin, quand je dis pas eux, c'est pas nous. Le risque, c'est la perte de souveraineté et du non-respect des droits européens, notamment en fait en ce qui va concerner la collecte des données sensibles, parce qu'en fait, on va arriver sur des technologies qui permettent d'être de plus en plus présentes et invasives au niveau des données qu'on transmet, et on peut aller un peu trop loin. C'est leur crainte, puis c'est aussi la crainte avec les CBDC, vous voyez, on est sur des problématiques qui se recoupent, et donc la réalité c'est qu'on n'a pas encore de solution à ça, ça n'a pas encore été concrètement acté d'un point de vue législatif. On a des questions, est-ce qu'on n'irait pas vers une gouvernance mondiale ça me paraît très très improbable, j'en doute très très fortement. Est-ce que on va trouver des éléments différents de ce qui existe actuellement? On ne sait pas, mais voilà. Ils sont en train de réfléchir dessus, on sait qu'il y a des groupes de travail, on sait que pour certaines technologies, les acteurs peuvent venir communiquer dessus. Donc voilà, un point qui était intéressant à mentionner, à mon avis, ça nous concerne directement, au-delà de l'investissement crypto. On continue, là on retourne en Amérique avec
monsieur Robert Kennedy Jr. qui détient un certain nombre de bitcoins. Donc lui, il est en fait tout simplement candidat à l'élection présidentielle qui, comme vous le savez, aura lieu dans un peu moins d'un an et demi, hein, c'est novembre 2024. Je vous rappelle que c'est une des narratives pour le potentiel bull run à venir de 2024-2025. Et donc, les possessions de ce monsieur ont été mises en avant. Donc c'est normal, hein, je veux dire, les personnes qui font office de personnel pour l'État, on voit leur compte. C'est-à-dire que vous pouvez voir le compte des différents ministres, etc. Vous savez ce qu'ils possèdent. Ça se fait en France, ça se fait dans d'autres pays. Et donc là, on a les informations pour monsieur Kennedy. Et vous le voyez ici, il a une ligne Bitcoin, en fait. C'est assez sympa quand même. Je trouve que c'est plutôt encourageant pour les pros crypto. Et donc, vous voyez, il avait entre 100 000 et 250 000 dollars. Donc, on n'a pas le nombre de Bitcoin, on ne sait pas quand il en a acheté. Maintenant, on voit aussi que ça lui a pas rapporté beaucoup. Ça lui a rapporté de l'ordre de 200 dollars. Donc, et ça doit être quelque chose d'assez récent. Mais c'est sympa. Pour lui, je pense que c'est pas énorme hein, en termes de valeur. Mais on prend. Donc, j'aime bien. Je vous passe la news. Maintenant, on continue avec Multichain, hein, c'est quand même le gros hack de la semaine dernière. Donc Multichain au bord du gouffre, donc il y a des liens avec Phantom, il y a des liens avec d'autres blockchains, et on nous dit, avec des problèmes techniques qui sont quasi irrémédiables et générés par la disparition du PDG qui s'appelle Zhao Jun, il y a un certain nombre de pirates qui sont emparés de centaines de millions appartenant à des investisseurs. Donc on a la confirmation ici que c'est bien un hack avec du coup Moonriver, Phantom et Dogecoin hein, qui sont liés dedans et qui se sont fait hacker. Donc on a eu une vulnérabilité dans le smart contract destiné à la gestion de la transaction de pont. Donc c'est le pont, il faut comprendre, c'est les bridges, et c'est souvent ça en fait qui fait le lien, parce que c'est souvent ça les points faibles, hein, les bridges entre les différentes chaînes. Hein. Vous le voyez par exemple Phantom, Dogecoin, Phantom Multichain, voilà. Donc le bilan actuellement c'est 130 millions d'euros qui auraient été dérobés. Et parmi les cryptos, ça c'est intéressant de regarder ce qui a été pris, donc du Wrap BTC, de l'USDC, de l'USDT, de l'ETH, du DAI et du Chainlink. Donc le service a été interrompu, les transactions bloquées, toutes les transactions qui passent par le pont, hein, donc par le bridge, et il n'y a pas d'heure de reprise confirmée, donc ça sent vraiment pas très bon. On nous dit n'utilisez pas le pontage de multichain. Et donc en fait on a eu des problèmes techniques depuis mai, donc ça fait quand même 2 mois. Binance, je crois qu'ils avaient, c'est ça, Binance avait, vous le voyez ici, stoppé les dépôts pour un certain nombre de tokens bridgés via multichain, on en avait parlé. Binance avait anticipé voilà, que potentiellement les problèmes allaient venir, et ils ont eu raison. Et donc on a Circle qui vient un peu aider multichain, notamment parce que Circle c'est l'émetteur de l'USDC. On a de son côté Tether qui lui gèle les transactions, c'est 2,5 millions de dollars qui ont été gelés via les transferts vers multichain. On continue ici avec une news sur laquelle je ne vais pas m'éterniser. Coinbase a délibérément enfreint les lois sur les valeurs mobilières selon la SEC. Bon, en vrai, on tourne un peu en rond, donc concrètement, la SEC a fait des allégations, Coinbase a répondu en disant que la réglementation n'était pas claire, et donc la SEC qui revient chercher dans les petites lignes de Coinbase, qui par exemple a dit ici que concrètement, Coinbase annonçait à ses clients de faire attention parce que certaines valeurs pouvaient être considérées comme mobilières à l'avenir, ce genre de choses. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus en fait. On tourne en rond, c'est pas vraiment des nouvelles intéressantes, donc le dossier avance un peu, mais c'est pas très très intéressant. Plus intéressant par contre, c'est Toncoin, vous voyez, d'un point de vue technique. Donc, Toncoin, on en parle très très peu. Donc c'est une plateforme qui est liée à Telegram, donc en Russie, et qui fonctionne plutôt bien, qui vise à faire des achats via Telegram avec cette application-là. Donc c'est plus ou moins avancé parce qu'ils ont plus ou moins les droits de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible en fait d'envoyer des messages cryptés quand on fait des transactions. Et jusqu'à maintenant, en fait, ces messages n'étaient pas cryptés de bout en bout. C'est-à-dire que tout le monde y avait accès. Or, maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est possible de les crypter de bout en bout. Et en quoi c'est intéressant, en fait? Déjà, ça permet de communiquer de façon plus confidentielle. C'est un point qui n'est pas complètement négligeable. L'autre point, c'est qu'en fait, ça permet à ton coin de générer un peu plus de revenus. Et vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui m'intéresse, moi. Comment est-ce que les projets crypto, ils font pour améliorer leur business model? Et donc là, ils apportent une fonctionnalité en plus qui va être un peu payante. Vous voyez, c'est très très peu cher. C'est 0,0006 token ton. Le cours, vous le voyez, il est très bas. On est autour de 1,37, donc voilà, ça vous coûte quasiment rien. Mais s'il y a beaucoup de messages qui sont envoyés par beaucoup de gens,
ça permet à la blockchain de générer un peu plus de cash flow, un peu plus de revenus. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Je trouve que c'est super intéressant. Et en plus, ça permet eh bien, de limiter les hacks, parce que évidemment, si on a moins accès aux messages, on sait moins ce qui se passe. Et donc, on augmente la sécurité d'une certaine façon. Donc plutôt du très très bon, selon moi. Voilà, un projet à suivre avec intérêt, hein, j'en parle pas souvent, c'est une des premières vidéos pourtant que j'ai faites en termes d'analyse, et je pense que ils ont un potentiel assez intéressant. Voilà, bon maintenant le token est relativement haut, hein, 1,37, on peut peut-être attendre que ça aille plus bas, on en parlera, je pense, dans plus longtemps, quand les cryptos auront plus chuté. Mais ça fait partie peut-être des projets à suivre avec intérêt. Vous voyez, quand on a ce genre d'avancée alors qu'on est en bear market, c'est du bon. Et enfin, en parlant d'avancée, donc je ne suis pas du tout un spécialiste du Shiba et du Doge, j'ai juste analysé les projets et à titre personnel, j'en possède pas. Par contre, je trouve que c'est intéressant de savoir qu'ils avancent et qu'apparemment, au mois d'août, on pourrait avoir des avancées assez intéressantes quant à Shibarium, qui est quand même un gros gros morceau pour le Shiba. Du coup, pour le moment, on n'a pas vraiment d'infos. On sait qu'ils ont plusieurs jetons, hein, le Threat, le Ball, le Leash, le Shib. Chacun apparemment aura un rôle différent dans cet écosystème, à suivre avec intérêt également, parce qu'il y a des grosses communautés derrière, et quand ça va apparaître, on pourrait avoir certains comportements. Donc soit dès maintenant, le token va monter, c'est possible, vous voyez, avec un espèce de buy the rumor et un sell the news en août. Bon, pour l'instant c'est pas le cas, on voit que c'est clairement en rouge sur la journée et la semaine. Vous voyez, à suivre avec intérêt. Est-ce que le token va monter jusqu'en août, ou est-ce qu'au contraire on va attendre d'avoir vraiment les news pour, euh, pour en fait développer quelque chose. Voilà. Donc à suivre avec intérêt le Shiba. Ça conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à demain pour une prochaine vidéo.